Bonjour Cédric Etienne. Bonjour Philippe Créange. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes le coprésident d'AESI, une société basée à Nantes, à Rennes, à Brest, on peut citer Lyon et Paris également. La société vient de fêter ses 30 ans et elle est spécialisée dans la conception de services numériques pour les entreprises. On va en reparler. On va s'intéresser à un sujet en particulier aujourd'hui, le statut de l'entreprise à mission. Effet de mode, RSE washing ou véritable outil stratégique, vous allez nous en dire plus. Mais avant cela, peut-être expliquez-nous en quoi consiste l'activité d'AESI. Écoutez, AESI est une ETI de 500 personnes qui a été créée, comme vous l'avez dit, en 1993. Notre spécialité, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale du début à la fin sur toute la chaîne de valeur en associant des expertises, des talents. On a 500 personnes dans l'entreprise et une dizaine d'expertises et on peut accompagner du conseil jusqu'au marketing digital en passant par le design, l'architecture technologique, le conseil en organisation, ce qui nous permet d'être complet sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Combien de salariés, chiffre d'affaires? 500 personnes, 43 millions cette année, 42 millions et demi, 43 millions en 2023. Alors on va s'intéresser aujourd'hui au statut d'entreprise à mission. Peut-être déjà pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est quoi une entreprise à mission? Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui s'engage dans des objectifs statutaires et qui va, avec des indicateurs et avec un organisme tiers indépendant, vérifier que les engagements sont tenus, justement pour être au-delà de la performance économique, être aussi dans une performance citoyenne et environnementale. On peut préciser que ça a été introduit par la loi Pacte en 2019, donc avec une raison d'être et des objectifs précis. On va en reparler donc avec AESI. Pourquoi déjà AESI s'est lancé dans une telle démarche? On s'est lancé dans cette démarche parce qu'on a commencé très tôt à s'intéresser à la RSE. On a fait notre premier bilan carbone en 2009, ce qui est quand même très, très ancien, ça fait presque 15 ans. On avait des collaborateurs qui nous poussaient, on voulait agir et être acteur finalement de ce qui se passait sur le plan environnemental, donc le réchauffement climatique étant un des éléments les plus importants. Et puis on a fait d'autres bilans carbone. On a participé en 2022 à la Convention des entreprises pour le climat et on a décidé de modifier notre manière d'être un acteur du digital en prenant des engagements plus forts dans la manière de faire notre métier. Donc on avait travaillé beaucoup sur comment diminuer notre empreinte carbone, sur la consommation énergétique, les déplacements, la mobilité. On voulait que ça soit encore plus fort dans la manière dont on fait notre métier, que tous les collaborateurs soient acteurs de ça. Et puis on voulait aussi qu'on puisse le mesurer et que ces engagements, on ne les prenne pas tout seul, on soit aussi exposé face à la société globalement. Ça se passe comment concrètement pour la mise en place? Vous réunissez la direction, les salariés, vous pensez tous ensemble à un projet? Alors, on s'est fait accompagner. Oui. On avait inscrit dans nos statuts, dans les statuts d'AESI, notre raison d'être, agir pour un monde numérique responsable au service de l'humain. Donc, c'est important aussi de se dire pourquoi, parce que le numérique, aujourd'hui, il est là, la digitalisation, elle est partout, mais que ça soit un digital qui soit au service de l'humain, qui ne remplace pas l'humain, mais qui prenne l'humain en compte dans toutes ses composantes. Et donc, on s'est fait accompagner pour, une fois qu'on avait défini cette raison d'être, comment on pouvait justement définir des objectifs pour prioriser les actions et les engagements qu'on allait prendre et comment on allait finalement les lier à des objectifs opérationnels et des indicateurs nous permettant de vérifier que les engagements qu'on prenait, on allait les tenir sur l'ensemble des objectifs statutaires qu'on avait définis. Donc on a défini 5. Oui, et quels sont ces objectifs? Alors, les objectifs, ils sont des objectifs sur les collaborateurs, sur le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs, sur le fait que nos services soient utiles aux utilisateurs, pas à nos clients, mais aux utilisateurs de nos clients. C'est très important cette distinction pour que nos collaborateurs prennent conscience de pourquoi ils font les choses. Ils le font, mais que ça soit finalement un leitmotiv au quotidien et qu'on puisse mesurer cette création de valeur. Qu'on soit aussi dans le numérique responsable. Donc évidemment, numérique responsable, ça veut dire beaucoup de choses, mais l'accessibilité, l'éco-conception, que ce qu'on fait soit le moins consommateur d'énergie possible. Et puis il y a la notion d'influence. On veut participer à notre écosystème, on veut que nos collaborateurs soient des ambassadeurs, que ce ne soit pas 2 coprésidents ou un comité de direction qui portent ça, mais que toute l'entreprise tous les acteurs, enfin tous les salariés soient acteurs de cette démarche-là. Et le dernier point, c'est qu'on puisse aussi
d'un point de vue plus citoyen, accompagner les associations ou localement, partout où on est présent, pour de manière d'être plus engagé dans son environnement local. Donc la diversité, la fracture numérique ou d'autres éléments comme cela. Cédric Etienne, avant de poursuivre, je vous propose qu'on se tourne vers Guillaume Bietri, qui est notre journaliste économique au sein de la rédaction, qui va nous faire un panorama des entreprises à mission dans la région. Avec plaisir. La Bretagne, une terre d'entreprises à mission? Pas vraiment. Selon les chiffres de l'Observatoire des sociétés à mission, 1365 entreprises ont choisi à ce jour d'adopter ce statut, dont 60 en Bretagne. Une performance qui place la région dans le milieu du classement, loin derrière l'Île-de-France et ses près de 600 entreprises à mission, loin aussi derrière Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui complètent le peloton de tête. En Bretagne, c'est le groupe de cosmétiques Yves Rocher qui a ouvert le bal dès 2019. D'autres grands noms l'ont suivi, comme la banque Crédit Mutuel Arkea, le torréfacteur Lobodis, le laboratoire Clarifarm ou encore le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine. Parmi les entreprises à mission, plusieurs secteurs sont représentés, mais ce sont surtout les PME des services qui mènent la danse. Le signe que de nombreuses sociétés restent encore à convaincre. En France, les entreprises à mission ne représentaient fin 2022 que 0,02% de l'ensemble des entreprises françaises, un chiffre similaire à l'échelle de la région Bretagne. Cédric Etienne, question purement juridique. Quand on s'engage dans une démarche d'entreprise à mission, vous devez changer les statuts de l'entreprise? Alors les statuts, effectivement, on avait inscrit dans nos statuts notre raison d'être. Et on va effectivement, nos objectifs statutaires vont être dans les statuts, puisque c'est des objectifs statutaires. Et surtout, ce qui est important, ce que je disais précédemment, c'est qu'on va créer un comité de mission. Donc nos décisions stratégiques vont être éclairées par des personnes extérieures à l'entreprise qui vont pouvoir nous challenger sur la manière dont la stratégie de développement est conforme finalement à ces objectifs statutaires et cette raison d'être. Et puis, au bout de 18 mois, un organisme tiers indépendant viendra vérifier que les engagements qu'on a pris avec des indicateurs mesurables ont été tenus ou pas. Alors, ça peut être d'ailleurs des résultats, mais aussi des actions, hein, parce qu'effectivement, c'est une approche sur la durée qui n'est pas sur quelques mois, mais qui est sur une période un peu plus longue. Si en une phrase, on devait se dire à quoi ça sert d'être entreprise à mission, est-ce que ça sert à peut-être mieux dormir le soir en se disant qu'on est utile à la planète? Oui, alors ça sert à... Moi, il y a une chose, et je vais parler à titre personnel, c'est vrai qu'on a lancé une démarche impact qui était déjà de se dire, d'intégrer des méthodes dans le quotidien de chacun de nos métiers, des outils, des éléments qui permettaient que chacun se pose la question de quand je fais quelque chose, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est responsable, quelles sont les conséquences positives ou négatives. Et c'est vrai que la mesure de tout ça, c'est hyper important pour savoir si est-ce qu'on est en train de se tromper ou pas, ou est-ce qu'on se fait plaisir en se disant on veut faire quelque chose qui est bénéfique, mais finalement, concrètement, ça ne se réalise pas. Donc moi, je suis assez obsessionnel sur le fait de mesurer les choses, d'être exposé et qu'on puisse vérifier qu'on est en train de progresser. C'est vrai que ça va parfois pas assez vite par rapport à ce qu'on aimerait, mais en tout cas, on voit des progressions, on voit par la mesure, par les indicateurs, par le fait qu'on soit exposé, que le chemin il est en train d'être pris par l'ensemble des collaborateurs et qu'on avance, même si ça pourrait encore être plus rapide. Parfois, je suis un peu frustré qu'on n'aille pas plus vite, mais on avance. Et pas de RSE washing dans tout ça? Justement, non. C'est justement pour ne pas faire de RSE washing, pour vérifier qu'on avance. Donc cette année, par exemple, c'est un exemple qui est concret. On a mesuré tout ce qu'on faisait chez ICI sur le plan de l'accessibilité, sur la performance, sur l'éco-index. Les résultats, moi, m'ont un peu déçu, pour être très, très sincère. Ils ne sont pas mauvais, mais je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Et à partir de ces résultats, on a mis en place des éléments pour progresser, en prenant des engagements pour que tous nos indicateurs en 2024 ce soient bien meilleurs que ceux de 2023. C'est déjà une action concrète pour et louable. Merci beaucoup Cédric Etienne pour ces explications. Espérons que ça donne des idées à d'autres chefs d'entreprise. Merci à vous.